Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Au cours de la prochaine heure, nous allons vous présenter des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire cette semaine, à Vaudreuil-Dorion, on souhaite une vraie autoroute 20 plutôt qu'un boulevard urbain. À Sainte-Luce, l'abattoir multi-espèces du groupe Adel permettra aux producteurs d'exporter leurs produits partout au Canada. À Baie-Saint-Paul, les politiques d'achat de la Société des alcools du Québec nuisent aux distilleries locales. À Gaspé, la microdistillerie O'Dwyer mise sur une gamme restreinte de produits pour assurer sa rentabilité. À Rimouski, l'organisme Diabète BSL dénonce le manque de suivi médical pour les patients diabétiques du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. À Donnacona, l'organisme L'Arc-en-Ciel ouvre un troisième point de service pour soutenir les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. À Sainte-Anne-des-Monts, on déroule le tapis rouge pour les nouveaux arrivants avec le gala de la Grande Bienvenue. À Chandler, à la polyvalente Monseigneur-Sévigny, c'est la finale locale et bientôt la finale régionale du concours secondaire en spectacle. Mais pour commencer l'émission, rendons-nous à Tadoussac, où on envisage d'imposer une taxe aux touristes afin de protéger les infrastructures et l'environnement de ce petit village de 1000 habitants qui est envahi par les visiteurs à chaque été. Un reportage de Joanie Gaudreau, de la télévision du Littoral. La municipalité de Tadoussac souhaite adapter son modèle de financement à la réalité d'un village de moins de 1000 résidents permanents qui accueille chaque année des milliers de visiteurs. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le maire Claude Brassard souligne que la notoriété grandissante de la localité, bien qu'elle soit une source de fierté collective, entraîne des défis financiers majeurs. Au cours des dernières années, Tadoussac s'est imposé comme l'une des destinations touristiques les plus reconnues au Québec et à l'international, écrit-il, disant que la collectivité en est fière. Mais cette reconnaissance amène aussi une pression importante sur les infrastructures, les services municipaux et l'environnement, une pression qui dépasse largement la capacité financière d'une population de moins de 1000 résidents permanents, de son avis. Selon le maire, malgré une gestion qualifiée de rigoureuse et la présence de revenus autonomes, le modèle actuel atteint ses limites. Les taxes municipales et les subventions, bien qu'essentielles, ne suffisent plus à couvrir l'ensemble des besoins liés à l'entretien, à l'amélioration et à la protection des installations et du milieu de vie. Parmi les avenues envisagées figure la diversification des sources de revenus. La municipalité souhaite obtenir du gouvernement un statut particulier qui lui permettrait d'instaurer une taxe touristique locale. Cette contribution, assumée par ceux qui bénéficient directement des services, serait dédiée à l'entretien des infrastructures publiques, au soutien des activités culturelles et communautaires et à l'amélioration de l'expérience tant des citoyens que des visiteurs. Dans un contexte où Tadoussac figure, selon M. Brassard, parmi les 3 destinations touristiques québécoises les plus connues à l'international, cette mesure apparaît non seulement juste, mais essentielle. La municipalité évalue également la possibilité de mutualiser certaines dépenses avec d'autres municipalités ou partenaires régionaux. Cette approche pourrait notamment permettre de partager les coûts de services spécialisés, de regrouper certains achats ou équipements, d'améliorer l'efficacité administrative et de réduire les pressions budgétaires locales. Cette approche, déjà utilisée ailleurs au Québec, représente une voie responsable et pragmatique pour optimiser nos ressources, indique Claude Brassard. L'objectif, selon lui, demeure le même, assurer la vitalité et la durabilité de Tadoussac, protéger son caractère unique et maintenir une qualité de vie dont les Tadoussaciens seront fiers. Au cours des prochains mois, l'instance municipale prévoit entamer des discussions avec le gouvernement ainsi qu'avec ses partenaires régionaux. La population sera tenue informée de l'évolution du dossier. Ces choix structurants se prennent avec vous et pour vous, conclut l'élu, qui promet de partager prochainement la réflexion municipale sur la mutualisation des services. Joanie Gaudreau, à Tadoussac. Entre Vaudreuil-Dorion et l'Île-Perrot, l'autoroute 20 Ouest se transforme en boulevard urbain et cela provoque depuis des décennies d'importants problèmes de congestion. Félix Sabourin-Gonzalez de C'est Sûr.tv
nous informe que les élus municipaux souhaitent profiter des prochaines élections provinciales pour réclamer une vraie autoroute. Cela fait plus d'une soixantaine d'années que le gouvernement planifie de revoir le tronçon de 7 km de l'autoroute 20 reliant les municipalités de l'Île-Perrot et de Vaudreuil-Dorion. Cette section demeure à ce jour qu'un simple boulevard urbain. En 2023, Développement Vaudreuil-Soulanges a eu le mandat de la MRC de développer une stratégie d'optimisation dans le but de faire progresser le dossier. Le rôle de la MRC dans tout ça, à quoi ça va ressembler? Bien, notre rôle, c'est un rôle de fédération, d'être fédérateur et coordonner le travail des municipalités. Notre rôle aussi, c'est de faire valoir les avantages en termes d'aménagement du territoire qui sont attirés d'un projet comme celui-là. Je vous dis, c'est pas seulement un projet autoroutier, c'est aussi un projet de redéveloppement des secteurs urbains adjacents qui vont permettre de créer plusieurs milliers de logements dans notre région, des logements qui sont de plus en plus requis du fait du vieillissement de la population, de l'arrivée de nouveaux arrivants, de l'arrivée d'un hôpital qui va aussi requérir beaucoup de nouveaux employés, donc potentiellement des gens qui chercheront à s'installer dans Vaudreuil-Soulanges. C'est la seule section de ce vaste corridor autoroutier-là qui n'a pas encore une structure autoroutière et qui enquête de ce fait-là aussi sur les voies de circulation qui ont vraiment une vocation beaucoup plus locale. Ce trafic-là, incluant le trafic lourd très important qui est là, vient miner la qualité de vie, de l'expérience des environs. Tu sais, on a toujours dit, puis on se le fait dire, hein, encore, moi comme maire, je me le fais dire, il y a beaucoup de trafic à Vaudreuil-Dorion. Oui, mais le trafic, là, c'est pas juste des citoyens de Vaudreuil-Dorion. Ça se développe partout dans la MRC, ça se développe partout. L'Île-Perrot, au complet, ont des problèmes aussi de circulation. Nous, on en a. Puis après ça, tous ceux qui s'en viennent, que ce soit Saint-Lazare, Saint-Zotique, qui s'en viennent, il faut qu'ils aillent à Montréal, ils passent dans Vaudreuil-Dorion. L'autoroute 20, c'est pas un caprice, c'est pas une demande futile, c'est une demande essentielle. On le vit là ici, quand la 40 ne va pas bien, la 20 souffre et vice-versa. Parallèlement, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a lui aussi procédé à une étude d'opportunité. Les deux instances en sont venues à la même conclusion. La configuration actuelle affecte considérablement la région. Ce corridor, stratégique pour les échanges entre le Québec, l'Ontario et les États-Unis, pourrait entraîner plus de 1,1 milliard de dollars en pertes économiques d'ici 20 ans si rien n'est fait. Plusieurs municipalités ont ou sont en voie d'adopter des résolutions afin d'ajouter le projet d'optimisation au plan québécois des infrastructures. Le 23 janvier dernier, vous avez une rencontre avec Jonathan Julien dans les bureaux de la MRC. Comment s'est déroulée cette rencontre? La rencontre a été positive, je pense, dans le sens où les élus ont réussi à bien démontrer au ministre la nécessité d'investir dans ce projet-là. Là, ce qu'on sent présentement, c'est que tout le monde, on est sur le même côté. Que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des villes, de la MRC, on est tous dans la même équipe. Puis l'étude d'opportunité qui a été fait par le ministère, par le gouvernement, dit qu'on a besoin d'une voie de contournement. On est très heureux là, du fait qu'on n'est jamais allé aussi loin régionalement dans le dossier de l'autoroute 20 en général. Par contre, le ministre nous disait que pour être au PQI, ça requiert encore une autre étude qui, elle, est financière. Donc, notre surprise était quand même assez grande puisque cette étape-là dans la planification du territoire n'a pas été faite encore. Concrètement, l'optimisation consisterait à retirer définitivement les feux de circulation sur ce tronçon de l'autoroute 20. Une voie de détournement au nord du boulevard Harwood serait prévue dans Vaudreuil-Dorion, ainsi que l'ajout de 5 bretelles d'accès autoroutières sur l'Île-Perrot. Puis là, on le sait qu'ils sont après de préparer le budget. C'est là qu'on fait nos représentations. Puis, on ne gênera pas de dire qu'il y a une campagne électorale. Je pense qu'il s'en vient bientôt au provincial. Fait que pour nous, pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges, c'est important qu'on leur demande de le mettre au PQI. Il y a des étapes qui suivront en fonction de l'évolution de ce qui se passe au niveau du provincial et en prévision des élections. Clairement, nous serons prêts d'un point de vue politique, d'un point de vue de la communauté d'affaires, mais aussi avec les citoyens. Donc, il y a une grande initiative régionale là, qui se mettra en place prochainement. À l'approche des élections provinciales, les municipalités, en collaboration avec la MRC, font pression plus que jamais sur le gouvernement pour voir le projet se concrétiser. Reste encore à voir si ces efforts porteront fruit.
Grâce à une subvention du gouvernement du Québec, l'abattoir du groupe Adel à Sainte-Luce pourra moderniser ses installations et permettre aux producteurs d'ici de conquérir le marché canadien. On écoute Marc Després de la télévision de la Métis. Eh bien, René Leblanc-Paulin, donc une très bonne nouvelle pour le groupe Adel. Oui, vraiment, on est vraiment très contents, très fiers. C'est un travail qu'on fait depuis déjà 4 ans. C'est un dossier qui nous tient très, très, très à cœur. On est très contents. Donc, on parle de 870 000 $ à ce moment-là qui provient du gouvernement du Québec. Qu'est-ce qu'on entend faire avec cette somme? Bien, le montant du MAPAC va principalement pour le retour au fédéral. Okay. Alors, de permettre à l'usine de redevenir sous certification fédérale. Puis aussi d'ancrer la commercialisation, là. Alors, de nous donner des outils pour être plus performants, entre autres. Et à ce moment-là, donc, c'est ça. Donc, votre marché est peut-être surtout québécois, mais tranquillement, on vise le Canadien aussi, là. Bien, le retour au fédéral, oui, ça va nous permettre, par exemple, d'aller vers une frontière qui est tout proche comme celle du Nouveau-Brunswick. Fait que ça peut être intéressant. Mais c'est surtout, ça nous ouvre les portes des entrepôts qui sont, eux, sous réglementation fédérale. Alors, si on veut distribuer, ça prend une norme de qualité qui est supérieure. Puis, si on veut oser espérer distribuer, ne serait-ce qu'à travers le Québec, mais même au travers de la région, il faut augmenter le standard de qualité. Et donc, vous êtes l'une des 4 propriétaires. Vous avez votre propre boucherie dans le coin de Trois-Pistoles. Donc, c'est important, le groupe Adel, pour les artisans du coin, là. Oui, bien sûr. Mais on fait déjà abattre ici les animaux des producteurs de la coopérative d'agneaux. C'est un abattoir multi-espèces qui sert déjà, c'est la seule qui reste ici dans la région. Fait que cet argent-là va servir à stabiliser les opérations. Puis ensuite de ça, bien, on vise l'expansion autant avec les producteurs qui font eux-mêmes leur distribution. Ça va leur permettre de distribuer à plus grande échelle parce que l'accréditation va être fédérale. Puis, bien, nous, ça va nous permettre ensuite de ça de mettre le bœuf, mais de mettre l'agneau et le porc de la région sur le marché. Et à ce moment-là, je pense que, bon, actuellement, vous êtes environ à 50 % de la capacité. Donc, comme on dit, il y a de la place en masse. Oui, il y a de la place. Puis on est content d'offrir ce service-là. Après ça, on le sait que les animaux vont se faire abattre dans les grands centres. Même la réforme va se faire abattre en Ontario ou aux États-Unis. C'est tellement logique pour nous de dire, ces animaux-là sont élevés ici. Pourquoi pas les abattre puis les transformer ici? C'est le sens même du développement de l'agriculture dans une région. On garde la transformation ici. Ça veut dire quoi? On garde les emplois, puis on fait manger notre viande aux gens de notre région, puis la viande du Québec aux gens du Québec. Là. En ce moment, c'est pas ce qui se passe. Puis les gens sont même pas au courant de ça. Fait qu'on essaye d'en parler puis de s'assurer que les gens d'ici mangent notre viande d'ici. Donc, on parle beaucoup de suffisance alimentaire, surtout depuis la pandémie. Donc, c'est une façon de pouvoir y arriver en région. Notre effort est petit, mais c'est à ça que ça sert, les abattoirs régionaux, là. C'est d'augmenter l'autonomie alimentaire, de s'assurer de nourrir nos gens avec de la viande de qualité, puis de faire rouler notre économie régionale. Et il y a quelques années, bien, vous avez lancé Viande de l'Est, donc un produit justement de chez nous pour les gens qui veulent justement manger local, régional. Donc, comment ça va jusqu'à maintenant? Bien, ça va bien. C'est plus difficile en ce moment de se rendre directement aux consommateurs. C'est un peu ça que le projet va nous servir, de rendre notre viande de l'Est accessible à tous. Mais on est déjà dans des boucheries à Québec, dans plusieurs restaurants ici dans la région à Québec, même certains à Montréal. Alors, le projet va déjà très bien. On est déjà très fiers de ce qui se passe. Puis là, bien, l'objectif, c'est d'améliorer la productivité, d'améliorer notre compétitivité, puis d'aller atteindre un plus grand marché. Et donc, on parle beaucoup du marché canadien, mais bon, est-ce que le marché des États-Unis, c'est un marché qui vous intéresserait? Oh, bien, après ça, peut-être que... Là, j'extrapole, mais ça peut être intéressant pour le 5e quartier. Moi, je suis pas fermée à rien de tout ça, mais en ce moment, ce qu'on recherche, c'est la distribution de la viande ici, dans notre milieu.
Et aussi, je pense que pour vous, le fait d'avoir un abattoir régional ici même du côté de Lewisville, donc vous pensez beaucoup à l'animal de votre côté, là. On pense à des animaux là, qui font des milliers de kilomètres pour être abattus, puis qui reviennent ici par la suite. Quand ils partent dans un camion, ils prennent moins de place dans un camion, mais le bien-être animal est décuplé. On parle à toutes les vaches de réforme qui prennent la route jusqu'en Ontario. C'est si simple de garder nos animaux ici sur place. Et quelles sont vos ambitions là, grâce à cette subvention? Donc, occuper une plus grande part de marché? Ben oui, automatiquement, mais de court-circuiter le maximum d'animaux qui passent puis qui s'en va vers les grands centres. Puis, c'est ça, augmenter la capacité de l'usine, être plus productif. L'automatisation va prendre une grande place là, dans les prochaines dépenses qui s'en viennent. Bref, un projet là, qui va naître et croître, on l'espère bien, là. Oui, vous allez entendre parler de nous autres dans les prochains mois, c'est certain. Merci beaucoup. Merci. Félix Chouinard de TVCO a cherché à savoir pourquoi les produits des distilleries de Charlevoix ne se retrouvent pas tous sur les tablettes de la Société des alcools du Québec. On écoute son reportage. Si demain matin, je sors un produit XYZ en boutique ici, s'il est disponible à la SAQ, la SAQ va venir chercher de l'argent dans mes poches ici. La SAQ, c'est 410 succursales à travers le Québec, plus de 16 000 produits en vente et près de 4 milliards de dollars en 2025. Sur ces 4 milliards, on estime à 590 millions de dollars les ventes de produits embouteillés, préparés ou originaires du Québec. Ça varie vraiment beaucoup en fonction des catégories. Par exemple, les vins, c'est quand même une petite part de marché. Les vins québécois qu'on vend à la SAQ, mais c'est en forte croissance, surtout depuis la dernière année. On parle d'à peu près 2 % des ventes de vins qui sont des ventes de vins du Québec. Et pour les spiritueux, par exemple, mais ça, on a une part de marché qui est quand même pas mal plus intéressante. Là, on peut aller jusqu'à près de 20 %, dépendamment des catégories aussi. Si la SAQ affirme offrir une place de choix aux produits québécois sur ses tablettes, qu'en est-il des produits du terroir? On s'est rendu à notre SAQ de Baie-Saint-Paul pour voir si on pouvait y trouver des produits du terroir charlevoisien. Force est de constater qu'il n'y en avait pas vraiment. En fait, les seuls produits qui étaient disponibles, c'est les spiritueux de chez Menot. On s'est donc demandé, sont où nos produits du terroir? L'histoire commence il y a quand même plusieurs années parce qu'on était des premiers au niveau du produit du terroir à rentrer en SAQ avec plusieurs produits. Ensuite, c'est ça. La journée que tu fais ça, là, ça te prend un agent pour te représenter au niveau de la SAQ. C'est quand même une grosse organisation. On a tout fait ça. Puis, on avait des produits dans le temps qui étaient des mistels, surtout, qu'on avait présentés. Puis, il est arrivé quand même plusieurs joueurs en même temps, puis des gros joueurs qui ont pris beaucoup de place sur les tablettes. Fait que là, on a arrêté, nous, à un moment donné, d'être en SAQ. On a recommencé seulement il y a un an et demi, avec un seul produit, qui est notre cidre de glace, qui est un joueur qui se démode pas, qui est plus reconnu aussi au niveau des produits du terroir. On en a d'autres qu'on voudrait présenter, mais pas 8-9 comme au début. Peut-être un 3-4 produits, juste pour dire qu'on a un... Pourquoi justement pas 8-9 produits? Premièrement, ils veulent pas avoir autant de variétés parce qu'ils ont déjà beaucoup de produits du terroir. Déjà là, leur dire que tu vas en présenter un ou deux autres, ils sont pas enclins à vouloir faire des tests de goût et tout ça. Pourtant, on a des produits qui gagnent des médailles à chaque année. On a des produits qui se qualifient au niveau gustatif sans problème. On ne demande pas à charité, là. On fournit le produit, on demande un prix, puis ils disent oui ou non. Mais je veux dire, puis on ne veut pas distribuer sur les 400 succursales. On veut minimalement être distribué dans la région de Québec et dans Charlevoix pour les SAQ. Puis ils n'ont pas accepté nos derniers... ils n'ont même pas accepté de goûter nos derniers produits qu'on leur proposait, qui sont même pas... Il n'y a pas de produits similaires à SAQ présentement. Pour le premier ministre du Québec, cette décision fait partie d'une gamme d'actions pour riposter aux tarifs imposés par les États-Unis. On pensait justement, quand on a eu une bonne... On va appeler ça une bonne nouvelle. On retire les produits américains des tablettes. Donc là, on s'est dit, OK, ça va faire de la place sur les tablettes, mais ils n'ont pas joué cette carte-là.
pas tout de suite, on ne rentre pas de nouveaux produits, on n'est pas dans la bonne période pour faire ça. Il y a toujours une excuse qui fait que c'est pas évident à la SAQ. Du côté des distillateurs, comme Hydromel Charlevoix, c'est pas plus simple. Bien, nous, en fait, là, à la SAQ, on a seulement un produit qui est disponible à la SAQ. C'est notre absinthe venin qui est présenté dans certaines succursales de la SAQ. Fait que, nous autres, c'est une exposure qui est assez minime, dans le sens qu'on promouvoit vraiment plus notre terroir dans notre endroit de vente à Baie-Saint-Paul, sur la rue Jean-Baptiste. C'est vraiment complexe, là, mais la SAQ vient impacter tes ventes ici. Ça veut dire que si je vends un produit, je vais avoir une redevance à payer à la SAQ sur ma bouteille qui a le même produit, le même nom que la SAQ. Fait que c'est pour ça que nous, on aime mieux... il faut travailler des produits qui sont distincts pour la SAQ pour pas venir impacter nos ventes en boutique. Fait que pour nous, c'est primordial de le travailler comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on aime ça. On veut limiter les produits en SAQ. Si la SAQ est consciente des enjeux quant aux redevances vis-à-vis des spiritueux, ce n'est selon elle qu'une question de réglementation. Les spiritueux, pour être vendus sur les lieux de fabrication, doivent respecter la loi. Puis la loi est que les produits doivent être réputés achetés à la SAQ. La SAQ, on applique la loi tout simplement. Pourquoi cette loi-là est mise en place? Il faudra aller poser la question aux législateurs puis aux autres instances gouvernementales qui décident de ces questions-là. Pas intéressé, trop complexe, pas viable. On comprend un peu mieux pourquoi on ne trouve pas beaucoup de nos produits charlevoisiens sur les tablettes de la SAQ. Chez les producteurs, il faut trouver d'autres avenues. Nous, on a deux permis. On a un permis industriel et un permis artisanal pour justement, parce que le permis industriel nous permettait de rentrer, on va dire, des vraies affaires, au IGA ou au métro et tout ça. Fait qu'on a développé cette ligne-là à un moment donné, ce qui nous a permis aussi d'ouvrir nos boutiques. Mais voyez-vous, ça, c'est encore une contrainte, là. Je ne peux pas mettre tous mes produits à Baie-Saint-Paul. Je ne peux pas mettre tous mes produits à Québec, mais à la limite, c'est 7 Il y a toujours un petit quelque chose au niveau de la loi qui vient faire que si on pouvait. À part nous, il n'y a personne d'autre qui fait ça d'ouvrir des boutiques, là. Il n'y a personne d'autre qui fait ça d'ouvrir une boutique spécifique pour la suite de ton entreprise, dans le cas de l'entreprise du terroir. Puis on met en marché, par chance, les autres produits de Charlevoix. Mais sur Baie-Saint-Paul, je ne peux pas prendre des produits d'hydromel pour les vendre parce que c'est pas du cidre. Je ne peux pas prendre les produits de... Je peux pas vendre de bière parce que c'est un permis de vendeur de cidre. Je ne peux pas vendre de Menot qui a des produits qui sont légers en alcool. Ou je pourrais prendre le sans-alcool de Menot. On devrait faire des genres d'espaces terroirs ou d'autres avenues peut-être qui viendraient faciliter tout ça. Mais la SAQ, c'est une vitrine. Moi, je pense qu'il devrait plus promouvoir les produits de notre belle région. Grâce à une entente avec la SAQ, les produits de la microdistillerie O'Dwyer sont distribués partout au Québec, mais afin d'assurer sa rentabilité, l'entreprise souhaite que certains règlements qui datent de la prohibition soient modifiés. Un reportage d'Igor Nérisson de Télé-Gaspé. Presque 10 ans après sa création, la microdistillerie O'Dwyer continue d'innover et de se réinventer pour survivre dans un marché devenu férocement compétitif. Au Québec, plus de 70 microdistilleries ont vu le jour au cours des dernières années. Ensemble, elles emploient plus de 600 personnes et génèrent près de 100 millions de dollars en vente. Pourtant, plus des 2/3 d'entre elles peinent à atteindre la rentabilité. Michael Briand, propriétaire et cofondateur d'O'Dwyer, connaît très bien les défis de son industrie. Malgré tout, il estime que son entreprise tire son épingle du jeu. À la distillerie O'Dwyer, on est vraiment chanceux d'être en Gaspésie pour faire notre production parce qu'on a deux choses qu'on fournit, la SAQ, puis aussi on a les touristes. Donc, pour la distillerie O'Dwyer, ça va très bien. Mais je sais que ce n'est pas la réalité pour la plupart des microdistilleries au Québec. Alors que certaines distilleries multiplient les déclinaisons de gin et de vodka,
O'Dwyer mise plutôt sur une gamme restreinte de produits phares. Pour Michael Briand, cette stratégie constitue l'une des grandes forces de l'entreprise. On a seulement 3 produits à la SAQ. Fait que ça nous aide à garder une bonne logistique sur nos affaires. Si tu produis si tu as trop de produits, c'est vraiment difficile de se rendre rentable après un certain temps. Mais quand tu as 3 produits flagship qui roulent constant, les gens, ils se partiennent plus à les produits qui marquent de même, comme le Pudding Stone, Dartmouth et Radun. Mais les obstacles demeurent nombreux. Délais d'approvisionnement, contraintes logistiques, défis de mise en marché, la route est loin d'être simple. Bien, il y a deux portions. Il y a le défi de fournisseurs, approvisionnement des bouteilles, parce que ça vient de la Chine. Fait qu'il faut vraiment prévoir les ventes, parce que ça prend 3-4 mois pour avoir les bouteilles. Puis aussi beaucoup de liquidité, là. Fait que tu peux pas, il n'y a pas grand profit, puis le profit que tu prends, il faut que tu achètes plus de consommables. C'est pour ça, c'est important de ne pas grossir trop vite non plus, parce que tu vas être obligé de prêter l'argent pour acheter plus de consommables. Fait qu'une croissance organique, c'est très important pour réussir dans cette industrie-là. L'autre côté de le défi, c'est de rendre nos produits accessibles pour nos consommateurs, les gens qui veulent. On ne peut pas vendre en ligne nos produits, donc c'est vraiment de travailler avec la SAQ qu'eux, ils croient dans nos produits autant que nous, on croit dans nos produits. Les barrières tarifaires avec les États-Unis ont également compliqué les choses. Toutefois, ce qui semblait d'abord un frein s'est transformé en véritable opportunité. Absolument, parce que le Pudding Stone n'était pas rentable du tout avec le taux d'échange, le prix de l'alcool quand ça croise la frontière, le prix de crème aussi, le tarif sur le crème. Donc, on était obligé de trouver un fournisseur canadien. Maintenant, pour le Pudding Stone, c'est un produit 100% canadien. Et on va mettre le petit vache bleu sur les étiquettes. Ça, c'est la prochaine étape, là. Avec plus de 80% des ventes provenant de la SAQ, la Société d'État demeure un partenaire essentiel pour la microdistillerie. Tu sais, la SAQ, il ramasse une commande d'ici. On est payé 4 semaines après. On n'est jamais obligé d'aller chercher pour notre paiement. On est distribué partout au Québec. Si nous, on veut les faire ça, comme dans l'industrie brassicole, c'est vraiment difficile. Il faut trouver des distributeurs qui, des fois, ça paye, des fois, ça paye pas. Donc, je vois la SAQ comme une channel de vente pour réussir de vendre à Val-d'Or jusqu'à Fermont. Cependant, comme le souligne aussi l'Union québécoise des microdistilleries, plusieurs améliorations pourraient être apportées au modèle actuel. Ce serait une bonne chose qui devrait changer. Exemple, le timbrage pour les bars. Qu'on soit capable de livrer nous-mêmes nos produits à un restaurant ou un bar si la demande est là. De garder une plus grosse majoration, pourcentage des ventes sur place à la distillerie. Et aussi pour les prêts à boire, d'être capable de fournir les dépanneurs et les épiceries avec ces produits-là. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut travailler sans démolir la SAQ, là. La concurrence des grandes compagnies, dotées de moyens financiers colossaux, représente un autre défi majeur. Mais à l'image de David contre Goliath, O'Dwyer a choisi de riposter avec une campagne marketing plus modeste, misant sur la force de ses réseaux sociaux pour accroître sa notoriété et gagner davantage de visibilité sur les tablettes de la SAQ. Bien, j'ai aucun problème que les grosses compagnies veulent vendre leurs produits, là. C'est normal. C'est ça le marché qu'on est dedans. C'est juste, nous, on essaie de prendre des outils qui sont plus accessibles à nous. Donc, j'ai demandé à des gens sur Facebook de supporter pas juste notre distillerie, mais toutes les microdistilleries au Québec. On fait des produits incroyables, mondialement appréciés. De nous suivre. Puis moi, je pense que comme
province, on serait capable d'avoir plus d'abonnements que des grosses marques, Bombay Sapphire et tout, Gordon Dry Gin, et d'avoir cette puissance-là sur les réseaux sociaux. Parce que si on a ça, là, on aurait avoir plus de facilité d'avoir le sport sur les tablettes parce que la demande serait là. Les gens nous connaisseraient plus. Là. L'Europe et les provinces maritimes figurent aussi dans les plans de développement de Michael Brillant. Il avance toutefois prudemment, privilégiant une stratégie graduelle et comptant sur l'éventuelle abolition des barrières réglementaires interprovinciales pour se déployer sur le marché canadien. C'est plus facile pour moi de vendre en France, dans le passé, dans France, que de vendre à Nouveau-Brunswick. Parce que c'était vraiment compliqué, l'alcool. Il fallait faire une compagnie nous-mêmes à Nouveau-Brunswick ou n'importe quelle autre province pour être accessible de vendre nos produits. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais là, ils sont en train de faire tomber ces barrières-là de réglementation qui datent de la prohibition. Fabriqués à partir d'ingrédients locaux et déjà récompensés à de nombreuses reprises, les produits de la microdistillerie O'Dwyer jouissent d'une réputation de grande qualité. Michael Brillant mise maintenant sur l'attachement du public pour faire rayonner ses spiritueux et permettre à son entreprise de poursuivre sa croissance jusqu'à, peut-être un jour, rivaliser avec les plus grands. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télégaspé. Carl Blanchette de la télévision de la Matapédia rencontre les représentants de l'organisme Diabète BSL qui dénonce le manque de ressources pour assurer un suivi adéquat aux patients diabétiques du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Le manque de services en santé en région a un impact bien réel et le diabète en fait partie. Donc, nous avons rencontré 2 personnes de chez Diabète Bas-Saint-Laurent afin d'en discuter. Noémie, Guillaume, merci beaucoup d'être avec nous en studio. J'aimerais ça commencer par vous demander, c'est quoi l'organisme Diabète Bas-Saint-Laurent exactement? C'est quoi les services? Diabète Bas-Saint-Laurent est un organisme, on existe depuis plus de 30 ans. On est implanté, on couvre notre territoire de desserte pour les services, c'est l'est du Bas-Saint-Laurent. Donc, la Rimouski-Lingette, la Métis, la Matapédia, la Matanie, et on couvre aussi la Haute-Gaspésie. Okay. Donc, ça fait 30 ans qu'on est sur ce territoire-là. En fait, notre mission, c'est d'aider les gens à gérer et à vivre avec le diabète au quotidien. Donc, à bien le vivre, être capable de bien gérer leur maladie. Aux personnes diabétiques, mais on s'adresse aussi aux proches. C'est sûr que le conjoint, les enfants peuvent être touchés, tout dépendant aussi du diabète de type 1. Ça peut être l'enfant qui est diabétique, donc on est là aussi pour aider les parents. Donc, on a une diversité d'activités. On offre des cours d'activité physique, aquaforme, yoga, sur chaise, club de marche. Donc, il y en a ici dans la région, à Amkoui, on a ces services-là. On fait des cafés-rencontres pour informer les gens, on fait des conférences, on fait des visites en épicerie, quand on a les ressources, on essaie de faire des ateliers culinaires aussi pour aider les gens de ce côté-là. Okay. On offre de l'information, on a de l'information qu'on peut envoyer aux personnes. Le site Internet, sur notre site Internet, il y a beaucoup d'informations aussi. On travaille... Téléphone? Oui. Vous pouvez nous appeler, ça nous fait toujours plaisir. On peut vous informer par téléphone. Donc, c'est pas mal l'ensemble. Je ne sais pas, j'oublie quoi, Noémie? Mais on fait aussi de la prévention. C'est ça. Donc, aider les gens à vivre avec leur diabète puis faire de la prévention. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aide et les proches et les personnes diabétiques et l'entourage. Parce que, comme ça, s'ils font de l'aquaforme, peut-être qu'ils n'auront pas de diabète de type 2. Dans un communiqué de presse que vous nous avez envoyé, vous parlez d'un manque de suivi médical en région. À quel point la situation est quand même préoccupante là, au niveau du Bas-Saint-Laurent, puis vous couvrez aussi, comme on dit, la Haute-Gaspésie. Donc, Mais il y a toujours la question de est-ce que les gens ont un médecin de famille ou pas. Okay. Donc là, ça devient difficile d'avoir un suivi médical. Une fois qu'il y a un diagnostic, idéalement, c'est qu'il devrait avoir un enseignement qui est fait. Je sais que les infirmières pivots travaillent là-dessus, mais la demande est très grande et il y a une infirmière pivot par MRC. Donc, dans certains cas, on peut attendre longtemps pour avoir l'éducation. Même chose pour rencontrer une nutritionniste.
Ça, c'est quand il y a des nutritionnistes, parce que je sais qu'en Gaspésie, c'est plus difficile. C'est des nutritionnistes volantes, donc la quantité de dossiers en attente ne baisse pas beaucoup. Donc, c'est un petit peu ça le problème de ce côté-là. Et idéalement, c'est la capacité aussi de revoir son médecin pour faire vérifier ce qu'on appelle la glycémie glyquée, donc aux 3 mois, idéalement, pour voir si on était un bon élève pendant notre 3 mois. C'est un peu l'idée, parce que c'est ce que ça donne, la glycémie glyquée. Là, ça donne une moyenne des glycémies pendant les 3 derniers mois. Donc, idéalement, on veut ça. Puis, on sait que les personnes diabétiques, le diabète peut affecter la santé à long terme. Donc, il y a toute la question de prendre soin de soi. Prendre soin, on parle du pied diabétique. Donc, nous, on a des patients qui vont voir des infirmières en diabète, tout ça. Mais s'il y a des blessures, s'il y a une perte de sensation au niveau du pied, bien là, il faut qu'ils voient au niveau des médecins. Donc, c'est un petit peu ce côté-là. Fait que c'est un peu... puis, on le sait, là, le gouvernement demande de plus en plus que les médecins voient de plus en plus de monde, donc de moins en moins de temps aussi par personne. Parce qu'il y a toujours juste 24 heures d'une journée. À un moment donné, on peut pas non plus se diviser en deux. Fait qu'il y a cette pression-là aussi du gouvernement qui fait que ça devient difficile d'avoir un suivi et d'avoir le temps de parler avec son médecin. Puis, dans d'autres... Quand les médecins ou quand les professionnels de la santé ont le temps d'éduquer les gens, ça fait une grande différence. Et là, présentement, bien, avec la pression, avec le manque de personnel dans le réseau de la santé, on le sait, là, on a entendu parler beaucoup dans les derniers mois, bien, ça devient difficile d'avoir un bon suivi au niveau du diabète. Parce que le diabète, le problème, c'est que c'est sur du long terme que ça peut devenir problématique. Les diabétiques de type 1 ont un suivi beaucoup plus serré parce que c'est une maladie qui, à très court terme, peut être mortelle. Donc, si tu n'es pas soigné à court terme, tu peux en mourir. Donc, à ce moment-là, bien, les endocrinologues de l'hôpital de Rimouski peuvent faire un suivi beaucoup plus serré. Par contre, c'est ça, c'est pour l'ensemble des gens de l'Est du Québec, tous les endocrinologues sont à Rimouski, donc il y a toute la question du déplacement et tout ça. Les nouvelles technologies font en sorte que les suivis peuvent se faire un peu plus en ligne et... tout ça, mais il reste qu'il y a du déplacement à faire pour avoir des tests, pour avoir tout ça. On a des membres qui nous rapportent aussi comment ils expérimentent le manque de services, le manque de proximité des spécialistes, tout ça. T'sais, on a des membres qui nous ont raconté qu'ils recevaient leur diagnostic sur un message vocal parce qu'ils sont allés consulter un médecin, c'est pas leur médecin de famille, des choses comme ça. Donc, il y a personne qui est mal intentionné dans ce système-là. Tout le monde fait le maximum qu'il peut faire, surtout les infirmières. Puis vous, ils travaillent comme des dingues. Des fois, ils ont des listes de centaines de patients. Mais c'est que c'est une maladie, le diabète, qui se contrôle, oui, par la médication, mais surtout par les habitudes de vie. Puis ça prend un peu de mentorat pour réussir à avoir des habitudes de vie qui sont adaptées à nous, nos besoins alimentaires, notre réalité. C'est quelqu'un qui a une mobilité réduite ou quelqu'un qui est vraiment pas très aventurier au niveau de la nourriture, par exemple, ben on peut pas juste leur donner un guide alimentaire puis faire comme, OK, organisez-vous avec ça parce que d'une personne à l'autre, les adaptations vont devoir être faites différemment. Puis ça prendrait un suivi très près, mais on n'a pas les ressources dans le système de santé pour donner ça. Puis, donc, les gens se sentent un peu tout seuls face à ça. Ils entendent qu'il faut qu'ils mangent mieux. Ils entendent qu'il faut qu'ils bougent plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire manger mieux? Qu'est-ce que ça veut dire bouger plus? Puis en plus de ça, ben, on va rajouter des facteurs qui sont qu'on peut pas changer, comme le fait d'être dans un désert alimentaire, d'avoir des difficultés financières, des choses comme ça, qui vont faire en sorte qu'on peut plus ou moins s'adapter. Puis quand on n'a pas de ressources ou de suivi prêt, bien, on peut se sentir rapidement isolé puis un peu désespéré par rapport à ça. Puis c'est pas... recevoir un diagnostic de diabète de type 2, c'est pas une mise à mort. Là, c'est pas vous allez mourir d'un matin si vous mangez une pointe de tarte au sucre. Mais quand tu reçois un diagnostic de maladie, même si pour le réseau de la santé, c'est pas une urgence, ça inquiète. Donc, juste ça, ce sentiment-là d'être un peu abandonné, tout ça, ou que de la maladie n'est pas pris au sérieux ou des choses comme ça, c'est difficile pour les personnes qui reçoivent des diagnostics.
À l'occasion de l'ouverture d'un 3e point de service de l'organisme L'Arc-en-Ciel, le journaliste Moussa Camara de CJSR nous présente les ressources disponibles dans la région de Portneuf pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. J'avais le goût de commencer avec une phrase que je lance en l'air, pas directement à vous, mais sur c'est quoi la santé mentale, parce que tout part de là, en fait. Hein, puis... Chez Arc-en-Ciel, un nouveau milieu de vie a été officiellement inauguré jeudi dernier à Donnacona. L'organisme communautaire en santé mentale a procédé à des rénovations majeures afin d'offrir un espace plus vaste, lumineux et accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est une porte accessible à la mobilité réduite, puis dans le fond, on voulait plus d'espace pour que les gens puissent avoir leur espace selon leurs besoins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe qui peut venir ici à l'Arc-en-Ciel. Ça peut être autant pour jaser, pour briser la solitude, pour venir chercher un besoin particulier en santé mentale. Donc, certaines personnes peuvent passer la porte puis peuvent juste avoir envie de venir prendre un café pour ne pas être à la maison, comme d'autres personnes peuvent venir dans un but de socialiser. Donc, on voulait un espace qui était le plus possible flexible pour répondre à ces besoins-là. Grâce à un investissement d'environ 180 000 $, dont 100 000 $ provenant du gouvernement fédéral, l'entrée a été réaménagée pour répondre aux normes d'accessibilité universelle. À l'intérieur, la configuration a été repensée. La composition, en fait, il y a une belle banquette avec plusieurs places où on peut jouer à des jeux de société, jaser, machine à café, des assises ici plus relax, plus confortable. Et puis on a une belle ici, je dirais, petite place qui fait un peu bistrot-bar où on peut comme relaxer devant la lumière du jour extérieur. Notre accueil général comme ça, qui est inclusif, permet de rejoindre beaucoup de gens qui peuvent peut-être être un petit peu, se sentir dans la marginalité dans la société. Les autorités présentes lors de l'inauguration ont salué le travail de l'organisme, soulignant qu'il fait beaucoup avec peu et rappelant l'importance d'investir davantage en santé mentale. En premier lieu, je pense que c'est important pour notre communauté d'avoir un organisme comme l'Arc-en-Ciel qui fait beaucoup avec peu. Soyons bien honnêtes, les argents ne sont pas nécessairement abondants dans les organismes communautaires et l'Arc-en-Ciel réussit toujours à faire du bien auprès des citoyens et citoyennes qui en ont vraiment besoin. Selon le député fédéral, la pandémie a mis en lumière des besoins déjà existants. Et les gouvernements doivent continuer de soutenir les organismes communautaires qui offrent des services essentiels sur le terrain. On incite le gouvernement à être plus sensible à la santé mentale. Et je pense qu'on a fait un constat suite à la pandémie, de réaliser que la santé mentale est plus grande que l'on le croyait. Et je pense que les gouvernements, tant provinciaux que fédéraux, doivent s'investir pour aider nos organismes, pour faire en sorte que l'être humain qui représente nos citoyens ait les outils nécessaires pour s'en sortir le mieux possible. Chaque année, des milliers de personnes dans la région de Portneuf ont recours au service de l'Arc-en-Ciel. Donc, on a pignon sur rue à 3 endroits dans le comté de Portneuf. Donc, ici, on est présentement à Donnacona. On a un point de service aussi à Saint-Raymond et à Saint-Marc-des-Carrières. Donc, on a plusieurs volets qui entourent la santé mentale. Réinsertion socio-professionnelle, réinsertion psychosociale. On est le centre de prévention du suicide de la région de Portneuf. On fait de l'accompagnement et du maintien en stabilité résidentielle. On a un regroupement de proches en santé mentale. Et puis, on a aussi un département de père aidance famille et père aidance individuelle. Fait que justement, comme disait Mathieu tantôt aussi, juste le goût de dire, tous ces services-là, c'est qui les utilise? En fait, c'est tout le monde. On pourrait être surpris par ça peut être votre voisin, ça peut être, dans le fond, c'est tout le monde qui peut rejoindre, qui peut utiliser les services de l'Arc-en-Ciel. La grande majorité des services sont gratuits et accessibles rapidement. L'organisme observe d'ailleurs une hausse des demandes dans un contexte marqué par l'inflation, la crise du logement et une détresse psychologique plus visible qu'auparavant.
99 % de nos services sont 100% gratuits, puis on a très peu de lignes d'attente, en fait, pour avoir accès à nos services. Donc, la plupart des gens, là, à partir du temps qu'on sait qu'ils ont un besoin, si on est capable d'y répondre, ça peut même être fait dans la semaine même, voire même la journée même. Votre clientèle a augmenté au fil du temps ou bien comment ça se passe? Comment vous trouvez l'évolution du nombre de clients? Tristement, la clientèle augmente, effectivement. Qu'est-ce qui crée ça? Je pense que c'est une multitude d'enjeux sociétal. C'est dur de pointer une chose du doigt, là. Il y a eu bien entendu la COVID l'année 2020 à 2022 qui a contribué, mais on sent qu'il y a de plus en plus d'anxiété dans la société, plus en plus de détresse, pénurie du logement, donc complexité financière. Fait qu'il y a divers enjeux qu'on vit sociétal qui font en sorte que les gens ont de plus en plus besoin d'aide. La beauté dans tout ça, c'est qu'on est là puis on a de la disponibilité pour répondre à ça avec des services gratuits, mais c'est ça, il y a de plus en plus de demandes dans la région de Portneuf, comme dans toutes les régions du Québec, je dirais. Là. Pour les responsables, ce nouveau milieu de vie représente bien plus qu'un simple réaménagement. Il s'agit d'un espace d'espoir et de résilience au cœur de la communauté portneuvoise. Papa Moussa Camara, depuis Donnacona, pour CJSR. À Sainte-Anne-des-Monts, une activité très spéciale est organisée à chaque année pour accueillir les nouveaux arrivants en Haute-Gaspésie avec l'organisation du gala La Grande Bienvenue. Un reportage de la télévision de la Haute-Gaspésie. Bonsoir tout le monde! C'est enfin le grand moment. La grande bienvenue où on est si fiers d'accueillir les nouvelles stars de la Haute-Gaspésie. Bien, ce soir, on a accueilli nos nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes qui sont arrivés dans la dernière année. Donc, depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au 31 2025. Donc, c'est tous les gens qui sont venus s'installer en Haute-Gaspésie. Le but, c'est de célébrer leur accueil, de leur montrer qu'on est là pour eux autres, qu'on est content qu'ils soient ici. Moi, je suis l'animateur du gala. Et en début de gala, je suis un faux journaliste qui accueille nos stars du moment pour leur poser quelques questions avant d'enfiler mon costume d'animateur. Alors, on accueille une star sur le tapis rouge ce soir. Merci! Cette année, c'était le tapis rouge version Hollywood, donc on remet des prix cette année comme des Oscars qu'on a appelés les Gérards et on les reçoit comme si c'était les plus grandes stars de la Haute-Gaspésie. Prix du nouvel arrivant le plus fidèle à nos activités est remis à Ex-Aequo. C'est sûr que c'est moi, ça. Sékou Fofana et Didier Atakpa. On les applaudit, venez nous rejoindre sur scène. S'ils n'avaient pas été là, moi je leur retirais leur prix du plus fidèle à nos activités. Hein? Félicitations, messieurs. C'est une soirée pour remercier nos partenaires, les mettre en contact avec ces nouveaux arrivants-là et vice-versa. Puis permettre aux nouveaux arrivants aussi de se parler, de se connaître, parce qu'il y en a qui se connaissent pas à travers tout le groupe qu'on a ce soir. Fait que c'est un moment d'échange, de tisser des liens, réseauter. Puis nous, ça nous permet aussi d'avoir du bon temps avec ces gens-là tout au long de la soirée. Moi, je suis agente de mobilisation interculturelle au sein de Haute-Gaspésie-Mavoisie. On peut dire que c'est en quelque sorte moi la chargée de projet. C'est moi qui chapeautais un peu le tout, mais c'est sûr que ça a été un gros travail d'équipe entre tous les membres du comité présents ce soir. C'était vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que les gens aussi ont vraiment apprécié les petits passages sur scène de certains nouveaux arrivants. C'était quand même très émouvant aussi pour certains, donc c'était très chouette. C'est un moment privilégié pour souhaiter la bienvenue, accueillir les nouveaux arrivants dans la MRC de la Haute-Gaspésie, leur signifier qu'ils sont ici chez eux. C'est des travailleurs, c'est des gens qui sont impliqués dans la communauté, fait que c'est des gens qui contribuent à la qualité de vie, à notre qualité de vie en Haute-Gaspésie.
Et ça apporte un beau dynamisme dans notre communauté, puis c'est des nouveaux visages, un point de vue extérieur aussi sur des choses que nous, on vit dedans tout le temps, puis on voit pas tout le temps ce qu'on peut apporter de mieux et tout ça, puis je pense qu'ils peuvent nous apporter des belles richesses. Dans le fond, on a certains conseillers de la ville qui sont aussi sur différents comités de différentes organisations, puis aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir participer à cette activité-là. Puis, parle-moi un petit peu de ton petit cœur bleu. Ouais, c'est un support aux arrivants, dans le fond, qui sont ici, qu'on veut conserver avec nous. Dans le fond, c'est un support, ça vient de l'Union des municipalités du Québec. C'est une initiative municipale à la grandeur de la province. Alors, c'est un support à ces nouveaux arrivants. C'était un peu une combinaison de plus de facteurs que je peux compter, même. Mais entre autres, on avait des amis qui étaient déjà ici. Puis, on est venu les visiter. Puis, c'était ça, en fait, que... Je pense que c'était comme le dernier clou, là. Quand on a vu la mer, on est venu au mois de février, l'année dernière. Puis juste de voir à quel point c'est paisible, l'air frais. Puis nous autres, on vient de Montréal. Ça n'a rien à voir avec ça. Puis les gens sont fins. Puis c'est juste pas le même beat. On s'est dit, je pense que c'est le temps de faire un move, là. Je suis préposée, là, à la Haute-Gaspésie. Chez moi, là, j'étais sage-femme. Bon, c'est bon, la communauté est accueillante, quand même, c'est ce que j'ai amené. Souriant surtout, ils ont toujours un sourire à te donner lorsqu'ils te croisent. C'est ce que j'aime à la Haute-Gaspésie, surtout. Le premier jour, je suis arrivée là, la première personne que je croise me donne un sourire. Je disais à Cédric, mais la dame nous sourit. Est-ce qu'elle nous connaît? Il me dit non, mais les Gaspésiens, c'est comme ça, ils sont accueillants, ils aiment toujours donner un sourire à un nouveau arrivant. On a fait l'activité, ils appellent ça activité intergénérationnelle, où on rencontre les aînés, les 50 ans et plus, on jase avec eux, on discute avec eux, ce qu'ils font, quelle est leur expérience. Nous, on est jeunes, on demande, c'est un brassage, on apprend d'eux, et puis eux-mêmes, c'est vrai, je ne dirais pas ils apprennent de nous, mais ils apprennent nos cultures, parce qu'on raconte un peu, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais. À chaque fois, ils ont des activités. Moi, je participe parce que ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, de m'enquérir de leurs expériences et aussi d'apprendre d'eux. Ben, ça s'est vraiment bien passé, notamment grâce à Haute-Gaspésie. Me voici, à ce moment-là, je travaillais pas pour eux. Mais j'ai participé à des activités pour les nouveaux arrivants, etc. C'est ça qui m'a permis de rencontrer du monde puis de bien m'intégrer comme je suis aujourd'hui en région, puis qui m'a donné envie de rester ici aussi. Moi, je suis en amour avec la Haute-Gaspésie. Je suis ici depuis 10 ans. Je suis un néo-gaspésien, on appelle. Puis quand je vois des gens arriver ici, j'espère pour eux qu'ils vont, un peu comme Dominique a dit, qu'ils vont trouver leur étincelle en dedans qui va faire en sorte qu'ils vont pas juste être de passage, mais qu'ils vont voir rester ici. Parce que la Haute-Gaspésie a besoin de ces gens-là. La Haute-Gaspésie va rayonner par des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes. Ces gens-là amènent des bagages, leurs coutumes, leur culture, leur passion, leur profession. Fait que moi, j'espère que ceux qui arrivent vont vouloir rester, puis qu'ils vont peut-être même devenir des ambassadeurs, ambassadrices, pour inviter des amis de la famille à venir aussi cette année. Simon Thériault de Télévague rencontre de jeunes artistes ainsi que Jacques Lévesque, animateur à la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler, dans le cadre de la finale locale et de la finale régionale du concours secondaire en spectacle. Secondaire en spectacle est un programme québécois majeur créé en 1994 qui encourage la créativité et le talent artistique des jeunes du secondaire. Musique, danse, théâtre, humour, il permet de se produire sur scène, d'apprendre la technique ou l'animation via des finales locales et régionales, culminant au rendez-vous pan-québécois. Jacques Lévesque, animateur à la vie étudiante à la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler, nous explique ce qu'implique une finale locale et régionale.
Bien, une finale locale, ça implique qu'on fait d'abord un recrutement, on fait la promotion de l'événement. L'événement secondaire spectacle, c'est pour promouvoir les arts de la scène dans une école secondaire, dans ce cas-là. Puis nous, ben, on est en notre... ça fait plus de 25 ans qu'on est dans le programme secondaire en spectacle. Okay. Fait que moi, ben, je coordonne à partir du début les inscriptions, on fait des auditions, la préparation des numéros. Puis le soir même, bien évidemment, c'est dans le but que les artistes soient à l'aise sur la scène, puis qu'il y ait une belle expérience de scène. Il y en a que c'est leur première fois, il y en a que c'est leur 4e fois. Ils font tout leur secondaire avec secondaire spectacle. C'est attendu. Puis c'est ça. Donc hier, c'était notre finale locale 2026. Okay. T'occupes-tu un peu de la mise en scène aussi, ou c'est plus les... Bien, la mise en scène, je m'occupe pas de la mise en scène des numéros proprement dit. On leur donne des conseils. Quand on fait une audition, l'audition, c'est pas pour rejeter des numéros, c'est vraiment pour les amener à tu pensais que tu pourrais faire ça aussi? Ah oui, OK, hey, c'est une bonne idée, fais ça comme ça. C'est vraiment pour les amener là, à ce que leur numéro soit plus peaufiné sur la scène. Mais c'est pas moi qui fais, je fais pas leur place, puis on les guide, on les oriente, Mais la mise en scène du show, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut placer les numéros un derrière l'autre. Fait que là, ben, on essaie que ça soit varié, puis qu'on est capable de partir avec un numéro fort, puis de terminer avec un numéro fort. Puis c'est ça. Puis la subtilité, c'est que cette année, on a depuis 4-5 ans, on a l'École de Grande-Rivière qui fait sa finale avec nous. Fait que à ce moment-là, ben, c'est le fun. On est deux petites écoles, disons. Fait qu'en combinant nos numéros ensemble, ben, on se retrouve avec un spectacle un peu plus agréable pour le public. Pour terminer, là, tu me disais tantôt que vous allez accueillir aussi la finale régionale de secondaire en spectacle. Oui, le 31 mars prochain, on reçoit les 7 écoles du côté sud, Matapédia, Carleton, New Richmond, Bonaventure, Passepébiac, Chandler, Grande-Rivière, et on accueille aussi les îles. Fait qu'on va être 8 écoles qui vont présenter leur numéro concours, puis ensuite hors concours. Fait que ça fait une grande soirée de 24 numéros. C'est vraiment une très, très belle soirée, bien remplie. Puis c'est le meilleur des meilleurs. Fait que là, c'est vraiment les meilleurs des écoles. Fait que c'est toujours des soirées vraiment, vraiment le fun là, pour le public. Là. Même si vous ne connaissez pas les artistes, vous allez passer une bonne soirée, ça, c'est sûr. On ne m'avait pas dit qu'en arrivant ici, je n'aurais pas l'impression d'arriver. On ne m'avait pas dit qu'une fois arrivé ici, je n'aurais plus nulle part où m'en aller. Que restera-t-il de nous après nous? Restera-t-il de nous après nous? J'ai pas... Vous commencez par peut-être vous nommer. Ton nom, c'est? Mathieu Hogan. Marianne Salzman. Charlotte Réel. Chloé Lantin. Hier, vous avez fait votre représentation. Plusieurs représentations. Comment ça fonctionnait, le beau spectacle? Dans le fond, on avait 2 groupes. Puis un des groupes, c'était une interprétation, puis l'autre, c'était une composition. Puis c'est quoi que vous avez fait? C'est quoi votre style de musique que vous faites? Je dirais comme soft rock. Soft rock? Ouais? Oui. OK. Puis toi, dans le groupe, tu fais quoi? Moi, je fais de la guitare, puis je chante. Guitare? Toi? Moi, je chante, puis des fois, je fais la guitare. Tu chantes? Chante en anglais, en français? Les deux. Les deux, oui? Ah, mais je t'entendais parler en anglais tantôt. Moi, je joue du piano. Tu joues du piano? Oui. Ah oui, ça doit être beau, ça. Puis toi? Moi, je chante. Toi, tu chantes, oui? Puis c'est tout le même style. Il n'y a pas de style différent. C'est vraiment soft rock. Puis, bon, puis vous avez aimé votre expérience hier? Oui. Ouais. Oui, c'est vraiment le fun. Ouais. C'était comment la nervosité avant d'embarquer sur scène? Vraiment haut, là. Ben moi, c'était pas pire. C'était ma 3e fois. Mais quand il donne les prix, c'est stressant. Oui, hein? Ouais. Parce qu'il y a des juges, je pense, en avant qui regardent vos présentations. Ouais. Puis, c'est sûr que quand le track embarque... Mais d'habitude, quand le track embarque, c'est là qu'on fait nos meilleurs spectacles. Donc, vous avez aimé votre expérience? C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. On espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.